Algériens, les Somaliens, fusillés Somaliens, les Rwandais, génocide Rwandais, les Burundais, découpe les Burundais, les Congolais massacrent les Congolais. Les Congolais massacrent les Congolais. Vous êtes au perchoir. Nous sommes le mercredi, un plateau spécial où nous allons parler du nouveau gouvernement, les Angers, et qu'est-ce qui a été dit pendant le déroulement de retenue de membres de ce gouvernement appelé Wario. Ce soir, je ne serai pas tout seul sur ce plateau. Nous aurons nos amis du perchoir que vous connaissez. Monsieur Dadaston Ipoma qui sera sur ce plateau avec moi. Monsieur Jean-Léon Mopia et Maître Francis Moubius. J'arriverai à le prononcer comme on vient de me le dire tout à l'heure dans les coulisses. Bonsoir Dadaston Ipoma. Ton micro Dadaston Ipoma. Bonsoir le patron du perchoir, je suis en train de me ressourcer avec les chansons de notre patriarche Wendo Kolosoi, parce que nous sommes dans la joie, hein. Aujourd'hui il y a le gouvernement, donc il y a belle lurette qu'on a pleuré, on a entendu le gouvernement, et aujourd'hui nous avons un nouveau gouvernement, donc je suis dans la joie. Voilà, vous comprendrez que monsieur l'ambassadeur est dans la joie. Ce qu'il avait attendu depuis longtemps, il a obtenu. Donc, nous allons le savoir pourquoi est-ce qu'il est content. Nous ne serons pas seuls avec Dadaston Ipoma. Nous aurons en notre compagnie M. Jean-Léon Mopia depuis le Canada, les politologues du perchoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Léon. Voilà, il sera avec nous, Jean-Léon, et nous aurons à nos côtés Maître Francis, avocat. Il sera avec nous. Bonsoir, Maître Francis. Oui, bonsoir, Monsieur le sénateur. Bonsoir, Son Excellence l'ambassadeur. Bonsoir, Monsieur Jean-Léon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous saluons tous nos amis du perchoir, les perchés comme on les appelle chez nous. Nous avions nous vous avions manqué. J'arriverai quand même, j'arriverai. Il y a les mots qui me manquent, Dadaston. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce soir, mais nous allons arriver ce soir à dire des choses. Nous avions préparé cette émission avec Monsieur Francis, avec Jean-Léon, avec Dadaston. Nous parlerons ce soir de l'actualité, du côté constitutionnel, du côté défi, et chacun de nous émettra de son avis. Monsieur Dadaston, Monsieur Francis, Monsieur Jean-Léon, nous avions entendu pendant 6 semaines, 6 mois, pour que nous ayons ce gouvernement. Moi, je l'ai appelé un gouvernement du quota partisan. Pourquoi? Parce que un gouvernement est issu de consultations. Et dans ces consultations, le président, son Excellence, M. Félix Tshilombo, a consulté tous les partis politiques et toute la société composante de la RDC. Et au final, il nous a donné, selon les attentes des Congolais, ce gouvernement, où est composé à 80% de nouvelles têtes et des personnalités méconnues ou qui ne sont pas connues aux yeux du public. Voilà, j'aimerais que chacun de nous, en introduisant,
donne son impression de ces 56, déjà un gouvernement rétréci, son impression par rapport aux personnalités qui composent ces gouvernements. Je commencerai par Maître Francis. Maître Francis, que pensez-vous de ce que le président a proposé comme gouvernement, un gouvernement rétréci, réduit à 56 membres. Que pensez-vous de cela? Votre micro, Maître Francis. Votre micro, appuyez juste votre micro, Maître Francis. C'est bon. Ah, non, c'est pas bon. Vous appuyez 2 fois. C'est bon maintenant. Allez-y. OK. Oui, merci. Merci pour votre question. Je l'ai bien suivi. Je pense que à chaud, ce que nous pouvons dire, c'est que ce gouvernement n'est pas encore entré en fonction, hein, techniquement, parce que il faut voir le libellé de l'article 70 et de l'article 90 de la Constitution. Donc, c'est pas encore entré en fonction. Pour entrer en fonction, il faut qu'il y ait d'abord la présentation du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, du programme du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale et son investiture. En ce moment, le gouvernement pourra entrer en fonction. Donc, ce qui signifie que, selon la technique du droit administratif, donc juridiquement parlant, le gouvernement n'est pas encore entré en fonction. La nomination du gouvernement n'est pas de la compétence discrétionnaire du président de la République. Le président a signé une ordonnance sur base de la proposition du Premier ministre formateur du gouvernement. Parce que M. Lukonde est encore formateur du gouvernement. Après, ce gouvernement doit être investi par le Parlement, par l'Assemblée nationale, plus précisément. Bon, maintenant, l'équipe qui a été présentée au président de la République a beaucoup moins de membres que le gouvernement Ilunga, ce qui est quand même une bonne chose. Mais il y a un alinéa de l'article 90 de la Constitution qui pose aussi problème. Parce qu'on dit que, dans cet alinéa, on dit que le gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. Or, il se fait que les gens en croient ce qui a été rapporté dans les réseaux sociaux. Il y a un déséquilibre de la représentation. Il y a des provinces, en particulier 2, qui ont beaucoup plus de membres. Parce que si on dit nous avons 26 provinces, 56 membres pour 26 provinces, ce qui fait au moins 2 membres par province. Or, il y a des provinces qui ont plus de 2 membres, mais il y a des provinces qui ont 0 membres. Donc, ça pose problème. Ça pose problème, c'est pourquoi, bon, peut-être nous allons y revenir, au moins d'entrée de jeu, ce que je peux dire que, d'une part, la représentativité pose problème, de l'autre, le gouvernement n'est pas encore entré en fonction, il va entrer en fonction au moment de l'investiture. C'est ce que je peux dire, pour le moment. Pour le moment, pour Maître Francis, le gouvernement n'est pas encore entré en fonction et puis il n'y a pas équité au niveau des provinces par rapport au nombre de membres qui composent ce gouvernement. Monsieur Dadaston Ipoma, que pensez-vous de ces nouveaux gouvernements appelés des guerriers? Que pensez-vous de ce gouvernement, Monsieur Dadaston Ipoma? Merci beaucoup, le patron du perchoir, de m'avoir donné la parole. Donc, moi, je suis très content d'abord qu'il y ait formation du gouvernement parce que nous avons souffert, de l'attente du gouvernement. On s'était dit qu'il a fallu qu'il y ait le gouvernement pour que les choses puissent aller. Parce que si vous vous souvenez, Didier Imbondo, il n'y a pas belle lurette que nous étions ici sur le perchoir en train de discuter, de débattre. On s'était dit que tout était bloqué à Kinshasa, en RDC. L'administration était un peu bloquée parce que notre administration dépendait beaucoup de ministres. Alors, vous savez, avec la lenteur
administratifs que nous connaissons dans notre pays. Donc, tout n'allait pas. Donc, on est content qu'on ait un gouvernement qui soit capable de décanter les choses. Ça, c'est un. Et deuxièmement, moi, je suis aussi content parce que, vous savez, dans notre pays, l'avènement des coalitions nous pousse à avoir des gouvernements ou des gouvernements un peu éléphantesques. Vous comprenez? Donc, quand je dis les gouvernements éléphantesques, nous avons plus de 50, 60 membres du gouvernement et ça coûte beaucoup au budget de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Mais je pense que avec le nouveau ministre, il a essayé un peu de résoudre, hein, pas de résoudre, mais d'essayer un peu de réduire, hein, le nombre de ministres, ce qui est un peu encourageant. Mais je pense que il aurait peut-être encore réduit parce que avec le budget qu'on a et puis il nous reste 2 ans, ça serait un peu difficile de garder beaucoup de membres du gouvernement. Mais moi, vraiment, qu'on ne tienne pas aussi de rigueur parce que vous savez, qui dit coalition, qui dit partage du gâteau, donc il était obligé de satisfaire tout le monde, surtout qu'il n'y avait pas la majorité au Parlement par rapport au parti présidentiel. Donc ça, c'est 2. Et pour chuter l'idée Imbondo, moi, je suis aussi très content parce que j'ai vu de nouvelles têtes. Il y a la représentativité de la jeunesse. D'abord, nous avons eu des jeunes que je connais mieux. Donc, j'ai des amis qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, que je connais bien, mieux aussi, qui travaillent au gouvernement. Donc, je dirais seulement bonne chance à la jeunesse, bonne chance à ceux qui sont promus. Et notre souci serait qu'on puisse décanter la situation, qu'on puisse relever la RDC. Parce qu'au-delà de tout, il faut savoir que le Congo nous appartient. Au-delà de nos divergences politiques, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'une seule patrie qui est la République démocratique du Congo. Donc, nous devons faire tout pour qu'on puisse relever les défis et que la RDC puisse toujours être de l'avant. Donc, voilà l'idée Imbondo, ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Les micros, Didier. Et si Maître Francis aussi peut fermer son micro parce qu'il y a des fonds sonores, il y a des enfants qui parlent, donc ça fait un peu de bruit, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Jean Léon, pour Dadastone. Bonsoir, Monsieur Jean Léon. Bonsoir, Monsieur le Sénateur. Vous avez écouté les 2 autres invités, je dirais Maître Foncier Dadastone. Que pensez-vous de ce gouvernement de guerriers? Bon, d'entrée de jeu, je dirais que je suis content qu'il y ait enfin un gouvernement après une très longue période d'entente, puisque j'ai été de ceux qui ont voulu qu'il y ait fin de la coalition Cash, FCC Cash. Maintenant, je savais qu'il devait y avoir des tractations pour la nouvelle coalition mise en place, Union Sacrée, et ça a pris le temps que ça a pris. Et la gestion n'a pas toujours été optimale pour les raisons pour lesquelles on s'est trop attardé jusqu'à ce qu'enfin on a quand même un gouvernement. Je suis content pour que ce dernier s'attaque aux problèmes auxquels le pays est confronté, mais je suis en train quand même de noter qu'il y a des frustrations et vu la pléthore des candidats à ce gouvernement, il ne veut être que normal que tout le monde ne soit pas satisfait. Ça, c'est une évidence. Et il y a aussi la manière dont les critères d'éligibilité dans le gouvernement n'ont pas toujours été. Donc, je vais peut-être aborder cela lors du débat. N'ont pas satisfait, n'ont pas été vraiment basés sur une logique correcte. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a des frustrations. Donc, nous posons des questions, puisque le gouvernement n'est pas encore investi. Est-ce que ceux qui sont frustrés peuvent bloquer les choses, puisque signer une ordonnance de nomination du gouvernement, c'est une autre chose, mais l'investiture, c'en est une autre, puis ça doit passer par
l'Assemblée nationale. Donc, cette majorité, tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Puisque l'UDPS n'a pas joué le jeu comme il le faut dans la gestion de la mise en place de ce gouvernement. Et il s'est arrogé 9 postes ministériels, alors que sur le plan de poids électoral au Parlement, il ne devait pas avoir tous ces candidats. Merci. Voilà, d'entrée léger, nous allons commencer notre débat de ce soir. Parce que moi, je dirais que je suis content qu'il y ait un gouvernement, mais avec un petit souci qui me rongeait. Je me suis posé plusieurs questions depuis l'annonce de ce gouvernement. Maître Francis nous dira que le gouvernement n'est pas encore investi. Oui, certes, mais les Congolais en avaient besoin. Est-ce que le président et le premier ministre ont-ils respecté les quotas des provinces? Ma première préoccupation est celle-là. Maître Francis a commencé à répondre. Dadason, que penses-tu du quota des provinces par rapport à ces gouvernements? Oui, Didier Imbondo, par rapport au quota des provinces, bon, écoutez, j'ai fait un peu une analyse, une étude comparative. Comme a dit Jean-Léon, donc les quotas n'ont pas été vraiment respectés par rapport à la Constitution, parce que la Constitution, je pense que Maître Francis vous éclairera sur ces points par rapport à la loi. Donc, il a fallu qu'il y ait un peu équilibre, qu'il y ait équité hein, dans le partage du pouvoir par rapport aux provinces. Mais il y a certaines provinces qui ne se sont pas vraiment retrouvées dans ce partage de gâteau. Donc, comme a dit Jean-Léon, peut-être qu'il y aura frustration. Et puis, il faut savoir aussi, comme je l'ai dit, c'est une coalition. Dans la coalition, vous savez, la première règle de la coalition, c'est le respect des textes. Hein? Donc, une bonne coalition, c'est mis en place lorsqu'il y a le respect des textes. Donc, lorsqu'il n'y a pas équilibre, il y a injustice. Certaines familles politiques seront frustrées et lorsqu'il y a des frustrations, il y aura blocage et voilà, nous serons, je vais dire, le moteur va gripper. Et lorsque ça grippe, le pays sera dans un chaos total. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir parce que c'est pas seulement le poste ministériel. Le Congo est vaste. Hein? Il y a beaucoup de postes politiques. Il y aura des ambassadeurs, il y aura des PDG, des administrateurs dans les entreprises publiques et publiques plutôt. Donc, moi, je pense que peut-être qu'ils s'y sont arrangés et peut-être qu'ils mettront tout en musique pour qu'il n'y ait pas de grippage dans l'appareil de l'État. Donc, voilà. Dadaston, je reste sur toi, Dadaston. Je suis vraiment étonné de vous entendre dire cela. Pourquoi? Parce que nous savions tous que avant les consultations, nous étions en cohabitation ou bien on avait quel système politique en RDC? Je ne sais plus comprendre ce qui se passe en RDC. Avant les consultations, nous vivions quelle politique? Mais, sénateur, je pense que les gens qui nous suivent dans le perchoir m'avaient compris. J'avais dit que c'était un problème de contenu et de contenant. J'avais compris. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'on puisse bien comprendre ce que j'ai dit, bien assimiler. J'ai dit qu'il y avait un problème de contenu et de contenant. Aujourd'hui, vous m'avez donné raison. Donc, ça veut dire nous avons changé que le contenant et non le contenu. Donc, ça veut dire, voilà, donc c'est la même chose. Hein? Donc, nous avons des coalitions, ce sont des contenus, mais les contenants, on n'a que changer la nature ou ce qu'on a à l'intérieur de la boîte qu'on appelle le gouvernement. Donc, on n'a que changer les ministres, mais la coalition reste la même. Nous avons FCCCH, nous avons UNC, donc il y a les gens de PPRD, mais heureusement qu'aujourd'hui, nous avions les nouveaux venus qui sont les amis de l'ensemble de Moïse Katumbi,
et puis de Jean-Pierre Bemba. Donc voilà. Merci. Je m'en vais vers Jean-Léon. Jean-Léon, peut-être avec toi, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Dada Stone a parlé de contenu, de contenant. Mais avec toi, je vais essayer de voir un peu plus clair parce que dans la plupart des émissions, en t'entendant parler, tu fais partie de ceux qui soutiennent le président Félix. J'aimerais que tu comprennes un peu ma question. Est-ce que Félix s'est défait de son ami Kabila? Bon, ça c'est une affaire politique et le pragmatisme politique est que sur le plan des droits constitutionnels aussi, on se rend compte qu'on avait affaire à une coalition, gouvernement de coalition avant, qu'on appelait FCC Cash. Et puis, il y a eu une refondation d'une nouvelle dynamique avec les mêmes acteurs qui étaient préexistants. Ils se sont mis dans une nouvelle alliance. Donc, nous assistons ici à une nouvelle alliance qui n'a rien à voir avec le FCC Cash, même si les mêmes personnes, mais il y a eu changement d'alliance. Donc, ce qui fait que le FCC Cash n'existe plus. Donc, nous sommes dans une autre dynamique où il y a un seul chauffeur, un seul commandant de bord et que les autres suivent, notamment tous ceux qui ont accepté de suivre les programmes ou la vision qu'il leur a proposée. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Et donc, politiquement parlant, c'est pas la même chose. Donc, même si les gens peuvent parler dans tous les sens, quoi. C'est ça la petite réponse. Maître Francis, Dadasson a parlé du respect des textes. Nous tournons nos regards vers vous. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que M. Félix s'est défait de son ami Kabila? Maître Francis? Il a un problème, là. Allez-y. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur Maître Francis. Ok, bon. Votre micro, Maître Francis. Oui, ça va maintenant. Ok? Oui. Oui, bon. Allez-y, Maître Dire Francis. que le président Félix Tshisekedi s'est défait de son partenaire, M. Joseph Kabila. Bon, ça, je ne peux pas entrer dans le secret des dieux. Au moins, ce qui est flagrant, c'est quoi? C'est que la situation antérieure, c'était comme l'a dit monsieur l'ambassadeur Dadaston, c'était une coalition, un gouvernement de coalition. La majorité parlementaire était constituée par une coalition. Parce que l'article 78 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et il nomme les autres membres du gouvernement sous le Premier ministre. Et après, le gouvernement, quand il est constitué par le Premier ministre, le président signe l'ordonnance, le gouvernement doit se présenter à l'Assemblée nationale pour recevoir l'investiture, après présentation de son programme. Donc ça, c'est sous le plan du droit constitutionnel. Mais non, la situation qui s'était passée antérieurement, c'était ça. Il y a eu des discussions entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le chef de la majorité parlementaire, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, pour désigner le Premier ministre et pour s'entendre pour certains portefeuilles ministériels. Mais après, il y a eu des problèmes. Nous tous avons suivi. On ne va pas revenir à ça. Le président de la République n'a plus voulu de cette coalition-là, y compris du gouvernement issu de cette coalition-là. Il a constitué une nouvelle majorité qu'on appelle Union sacrée. . Maintenant, comme il y a une nouvelle majorité,
cette majorité-là n'est pas composée d'un seul parti. Elle est composée de plusieurs partis. Donc, ce qui signifie que c'est toujours une coalition, mais c'est une nouvelle coalition. Il y a des gens qui étaient à gauche qui sont venus à droite, d'autres gens qui étaient à droite sont venus à gauche, mais au moins, le résultat, c'est quoi? C'est que, comme l'article 78 dit ceci, quand le président de la République constate qu'il n'y a pas de majorité, la majorité n'existe pas, le président de la République nomme une personnalité pour identifier cette majorité. Là, on appelle l'informateur. En l'espèce, c'était M. Bahati Lukwebo. M. Bahati a fait son travail et puis il a fait son rapport au chef de l'État. Il a dit qu'il a identifié une majorité. Ça signifie des gens qui ont adhéré à l'Union sacrée. C'est ça, donc c'est une nouvelle majorité qui n'a rien à voir avec FCC Cash. Au sein de cette majorité-là, parce que il faut comprendre une chose. FCC, ce n'est pas un regroupement politique. La loi parle de partis politiques et de regroupements politiques. FCC, ce n'est pas un regroupement politique. Même Cash. Cash non plus n'est pas un regroupement politique. FCC et Cash sont au départ des plateformes électorales. C'est comme la Mouka. Ce sont des plateformes électorales. Mais il y a des regroupements politiques tels que AFDCA de Bahati qui étaient dans la plateforme FCC, mais qui adhéraient à l'Union sacrée. Donc, il y a d'autres regroupements politiques, tout comme d'autres partis politiques qui adhèrent à FCC. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il paraît, il y a même des membres des partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée. C'est ça. Bon, mais au moins, l'informateur a identifié la coalition et sur base de ça, il a identifié une majorité. Sur base de ça, le président de la République a nommé un Premier ministre. Le Premier ministre a formé son gouvernement. Est-ce que la représentativité au niveau des partis politiques pose problème? C'est comme M. Dadasson a dit, s'il y a des gens qui sont frustrés, il y a le Congo est grand, ils peuvent espérer ailleurs. Mais maintenant, moi je dis, hein, la représentativité au niveau pas la représentativité au niveau des partis politiques dont il faut tenir compte, même si la Constitution ne dit pas clairement, mais la Constitution exige qu'il y ait la majorité parlementaire au sein du gouvernement. Donc, la représentativité politique, si elle ne pose pas problème, il y a la représentativité maintenant au niveau des provinces. La représentativité nationale, est-ce qu'elle est respectée? Parce que je vois ici, c'est des postes, je ne sais pas si c'est vrai, je pense avec des réserves, mais il y a des postes qui disent que le Sud Kivu a par exemple 7 représentants. Le Kassai oriental, 6 représentants. Mais Maïndombe, 0 représentant. Kinshasa, 0 représentant. Donc, il y a des provinces qui n'ont aucun représentant au sein du gouvernement. C'est là que ça pose problème. C'est là maintenant que le problème va se poser. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, moi, à mon niveau, je ne peux pas dire si le président a bien fait ou mal fait. Moi, je constate les faits. Il y a eu une nouvelle majorité qui existe et qui a été identifiée par l'informateur. C'est ça. Maître Francis, de ça, on a donné... Oui. Est-ce que le ministre sont choisis par leurs compétences ou par leur quota provincial? Oui, le problème, c'est quoi? C'est que il y a quelque chose que je voulais vous rappeler, parce que il faut voir l'histoire de notre pays. Comme M. l'ambassadeur dit que c'est difficile de ne pas avoir plusieurs membres du gouvernement parce que c'est un gouvernement de coalition. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que à la conférence nationale, l'UDPS n'avait que 4 représentants. Tous les partis n'avaient que 4 représentants. Mais Étienne Tshisekedi a formé un gouvernement de 21 membres, plus lui-même 22. Il n'y avait pas de vice-ministre, vice-premier ministre, tout ça. Donc, ça signifie que nous avions 11 provinces qui étaient représentées dans les 21 membres du gouvernement. Donc, le problème de coalition ne se pose pas. Toutes les coalitions étaient représentées parmi les 21 là. Toutes les composantes de la coalition, donc toutes les composantes de la conférence nationale étaient représentées dans le gouvernement. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est un problème de culture, de partage du pouvoir
une culture propre aux Congolais. On veut être ministre pour s'enrichir. C'est ça la vérité. Ce n'est pas question. La Constitution n'a pas de problème. La Constitution n'a pas fixé les limites. Mais un Premier ministre peut bien former un gouvernement de 26 membres, de 30 membres. Bon, deuxièmement, pour arriver à votre question, c'est que c'est vrai qu'il faut tenir des compétences pour nommer un ministre. Un ministre de la Santé, il faut avoir quelqu'un qui a des compétences pour gérer les problèmes de santé. Nous voyons, nous suivons la télé, comment Olivier Véran se défend devant l'opinion publique, devant l'Assemblée nationale, tout ça. Même aussi un ministre de la Justice. S'il n'est pas juriste, c'est difficile. Il y a des choses qui sont techniques. Hein? Il ne saura pas quel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Hein? Il ne saura pas quelle différence entre un magistrat et un fonctionnaire. Il pourra commencer à donner des ordres au magistrat. Le magistrat peut ne pas obéir à un ordre d'un ministre. Hein? Même un magistrat du parquet. Voilà, il y a des choses que seul un juriste comprendrait. Quelqu'un n'est pas juriste ne comprenait pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je dis que, effectivement, il y a un problème de compétences. Mais les compétences, 60 ans après l'indépendance, les compétences se retrouvent dans toutes les provinces. Il n'y a aucune province qui manque de toutes les compétences. Dans toutes les provinces, on peut trouver des ministres de la Santé, des ministres de la Défense, des ministres de l'Intérieur, des ministres donc, ce n'est pas un problème. Hein? Il n'y a pas de raison qu'une province ait 7 portefeuilles ministériels et une autre province 0. Alors qu'il y a un nombre, le nombre de membres du gouvernement est 2 fois supérieur au nombre de provinces. Ça ne s'explique pas. Jean-Léon, je vous ai vu vous agiter là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Léon? Bon, je voulais réagir par rapport aux propos tenus par l'ambassade de paix d'Araston lorsqu'il dira qu'il comprend, ce n'est que normal que le gouvernement devait avoir un grand nombre de ministres vu l'engouement qui régnait dans la coalition. C'est pas correct, c'est pas vrai, puisqu'on ne peut pas confectionner un gouvernement sur base de l'inconscience. Donc, tout est basé sur un contexte donné. Le contexte économique, le contexte est conjoncturel et le contexte aussi est que il faut y mettre de l'intelligence, non pas de la passion. La passion détruit. Donc, c'est question que, puisque quand je vois, c'est vrai que j'ai salué la mise en place du gouvernement, mais il y a des incongruités qu'on ne peut pas accepter. Entre autres, si la Constitution, dans son article 90, alinéa 3, voudrait quand même qu'il y ait une certaine représentation nationale. Et je sais que la Constitution n'a pas explicité, donc par rapport au rapport des provinces, comment les choses doivent se faire. Mais au moins, le bon sens voudrait que l'on tienne compte quand même de structures qu'on appelle les grandes régions. Donc, pour que au moins, si on ne peut pas peut-être représenter tout le monde, mais au moins, par rapport aux grandes régions, qu'il y ait un certain équilibre dans ce sens-là. Et pour les besoin de rappeler, tout le monde sait, par exemple, comment faisait M. Mobutu. Hein? Donc, s'il y a un gouvernement, par exemple, de 33 ou 22 personnes, rappelez-vous, à l'époque de 11 provinces, il s'assurait que chaque province ait au moins deux. Il y a eu un équilibre dans ce sens-là. Je ne voudrais pas vous dire que les choses doivent se faire seulement comme ça. Non, pas ce que je dis. Mais au moins, qu'il y ait quand même une certaine balance. Lorsqu'il y a des régions qui ont 4, par exemple, le Grand Kasaï qui se retrouve avec 15 membres, le Grand Kivu 13 membres, et que l'on retrouve le Haut-Loué n'a pratiquement rien, le Nord-Bouban n'a rien, Kinshasa n'en parle pas, mais je vais pas, ça c'est un autre problème. Mais au moins, ça c'est, vous voyez, ce n'est que normal qu'il y ait des frustrations dans ce sens-là. Il a fallu quand même rééquilibrer que les uns ne se retrouvent pas. Et quand je vois la seule province de Sud Kivu qui se retrouve avec 7 provinces, 7 membres, alors que ce n'est pas aussi costaud que ça, et ça c'est notre paire de manches. Et là où je voudrais encore revenir, c'est par rapport au rééquilibrage, puisque le gouvernement qu'on a là, il est basé sur la majorité au niveau du Parlement. La majorité au niveau du Parlement offre dans la coalition une affaire de 380 quelque chose membres
quand on fait rééquilibrage, c'est le travail que Bahati a fait, a effectué étant un informateur. Il a pu dégager qu'il y ait une logique de 45 membres. Selon eux, je n'étais pas d'accord avec ça. Pour moi, une trentaine de membres, ça suffit. C'est besoin de mettre l'équilibrage. Mais au moins, l'UDPS devait se trouver avec 5 membres. Vous voyez? Et l'ensemble devait se retrouver avec 8 membres, selon le nombre réel qui composent la majorité. Mais l'UDPS a fait un forcing. Il a imposé les autres. Hein. C'est trop plein de ses membres. Il se retrouve avec 9 membres alors qu'il n'en avait pas droit. C'est ce qui aussi explique aujourd'hui l'engouement. Donc, raison pour laquelle beaucoup se posent la question, est-ce que le gouvernement sera investi au niveau du Parlement, puisque les mêmes personnes qui investissent le Parlement, beaucoup ne sont pas d'accord. Pourquoi? Puisque la gestion de l'UDPS a laissé à désirer. Donc, le président ne s'est pas comporté comme les chefs de la coalition, il s'est comporté comme le président de l'UDPS. C'est là où ça n'a pas été correct. Merci. Oui, excusez-moi, chers amis. Monsieur Dadaston, je ne comprends plus rien au niveau de cette politique menée en RDC. On nous avait dit que le président avait les mains liées lorsqu'il y avait la coalition entre CASH, FCC et tout consort. Il a consulté les Congolais pour faire tomber cette coalition et pour avoir les mains libres, pour avoir l'impérium. Et à la sortie du gouvernement, on revient avec des explications qui étaient avant de dire qu'il y a le nombre, il y a ceci, il y a ceci, il y a les partis politiques. C'est-à-dire que le président n'est même pas encore libre d'Adaston. Si je comprends bien, le système politique en RDC ne laisse pas le président libre de faire son choix du gouvernement. D'Adaston. Merci, sénateur. Je voulais d'abord rebondir à ce que Maître Francis et Jean-Léon Mopi ont dit. Vous savez, Maître Francis, les réalités ne sont pas les mêmes. Je comprends ce que vous avez dit, vous avez raison, mais vous avez donné l'exemple du temps de la conférence nationale. Donc, je pense que les données ne sont pas les mêmes. Le temps de la conférence nationale, on n'avait pas plus de 30 000 candidats commissaires d'État à ce moment. Mais aujourd'hui, pour la députation, nous avons plus de 30 000. Et vous savez, lorsqu'on a 30 000 candidats, nous avons 30 000 mœurs, nous avons 30 000 comportements, nous avons 30 000 façons de réfléchir et de raisonner. Vous parlez, c'est vous qui parlez, monsieur Bradaston. Mais les données, quand vous dites que les données n'ont pas changé, ne sont pas les mêmes, les données économiques sont les mêmes. Les données économiques sont les mêmes. Il y a un problème d'argent qui se pose. Laissez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, je ne soutiens pas le gouvernement, mais je vous montre par rapport aux données, par rapport au contexte. Je vous dis que les contextes ne sont pas les mêmes. Hein? Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas autant de partis politiques parce que M. Moumouis plutôt, a donné l'exemple de conférence nationale. Je voulais dire à ce moment, on n'avait pas plus de 50 et quelques partis politiques. Aujourd'hui, les gens qui font des partis, les responsables des partis politiques sont comme des commerçants. Il n'y a pas vraiment des hommes politiques. Ils sont là, ils attendent les postes ministériels. Il faut qu'on se les dise. Au moment où il y avait la conférence nationale, on avait des hommes politiques respectables. On avait des hommes politiques. Mais maintenant, tout le monde veut se faire... Pardon? Je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Respectez. Jean-Léon, laissons la finir sa pensée et vous allez le dire. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Si les réalités étaient les mêmes, mais on n'aurait pas le temps comme on a eu pour former le gouvernement. Je vous dis qu'aujourd'hui, tout le monde veut être ministre, M. Jean-Léon. Il ne faut pas que se voiler la face. Si le M. Samalou Konde a eu 2 ou 3 mois pour former son gouvernement, c'est qu'il y avait quoi quelque part. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a eu des regroupements
Tout le monde était là. Les gens qui ont des partis politiques et des regroupements, comme a dit Maître Francis, voulaient être ministre. Tout le monde veut être ministre aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est un fonds de commerce. C'est la politique de la RDC aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, Didier Imono, pour répondre à votre question, par rapport au chef de l'État, vous savez, les collaborateurs du chef de l'État doivent être, je vais dire, honnêtes. Honnêtes, pourquoi? Parce que lorsque j'entends parler les membres de l'UDPS, c'est comme si ils se font rouler. Parce que des fois, certains disent que non, le chef de l'État va tout changer, il va arrêter les voleurs, il va faire ceci, cela, il a le droit de nommer qui il veut. Mais je ne pense pas. Le chef de l'État est dans la coalition. Il n'a pas une majorité parlementaire. Il est dans la coalition, il doit respecter la coalition. S'il ne respecte pas la coalition, il y aura frustration, il y aura grippage, comme on dit dans les moteurs. Tout va se bloquer. Hein? Donc, le chef de l'État est obligé de respecter la coalition. Donc, même dans la formation du gouvernement, comme a dit Maître Francis, s'il n'y a pas respect, d'accord, je répète encore, je pense que rien ne va marcher. Donc, peut-être que certains responsables des partis politiques ont cédé les postes ministériels pour avoir des administrateurs dans les entreprises qui sèchent, donc on ne sait pas. Mais aujourd'hui, je vous dis que les contextes ne sont pas les mêmes. Les gens qui étaient hier des commerçants sont redevenus des politiciens aujourd'hui. Les maçons d'hier sont devenus des politiciens d'aujourd'hui parce qu'ils veulent devenir ministres. Donc, il ne faut pas comparer les contextes qu'on a eu, il y a belle lurette dans le temps de la conférence nationale souveraine qu'aujourd'hui avec des coalitions et concertations. Donc, moi, je pense que les contextes ne sont pas les mêmes et puis, on n'a pas les mêmes personnes. Donc, voilà. On n'a pas les mêmes personnes. Nous accueillons sur le plateau M. Toussaint qui vient de nous rejoindre, économiste. Est-ce que je peux réagir? Monsieur Jean-Léon, vous aurez votre temps de la réaction. J'aimerais juste introduire M. Toussaint par cette question. La RDC a un budget de 6 milliards avec 56 ministres. Je viens de vérifier avec les enquêtes, l'Angola a 45 milliards. Et il reste au président Félix 2 ans de son mandat. Penses-tu, en tant qu'économiste, qu'il va réussir son mandat? Monsieur Toussaint, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, le maître du perchoir. Bonsoir à tous les amis. Et surtout, bonsoir à tous nos internautes. Avant de répondre à cette belle question, je voudrais rebondir comme a fait Dada Stone sur cette question importante sur la géopolitique dont ont fait allusion nos co-débatteurs de ce soir. Je pense que Dada Stone a essayé de dire des choses clairement. Je vais souligner en 2 mots que le contexte n'est pas le même. Et en plus, moi, ça m'a un tout petit peu gêné de voir que nos amis qui sont sur le plateau, intellectuels soient-ils, n'aient pas évoqué les compétences, mais plutôt la représentativité par région. Ça, c'est pas une vision que moi je développe. Je sais que les compétences sont partout. Vous savez, devenir ministre, c'est pas quelque chose de, comment je peux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un cadeau. C'est une vocation. Il faut avoir envie de devenir ministre. Il faut avoir un projet, il faut avoir une vision. C'est-à-dire qu'il faut se lancer dans la politique. On ne peut pas aujourd'hui nommer des ministres parce qu'il faut respecter des régions. C'est-à-dire, comme nous avons 26 provinces, il faut 26 ministres 26 ministres et un ministre par province. Cette analyse-là, je trouve que elle ne correspond pas à la modernité que nous prenons. J'aurais bien voulu que l'on me dise que les ministres qui ont été nommés ne sont pas compétents parce qu'ils sont de Sud Kivu. Est-ce que si Sud Kivu a cette ministre, moi je parle de Sud Kivu, ça pose problème en quoi? Donc nous continuerons à développer le Congo en parlant encore des régions. Nous, intellectuels, nous ne devons pas oublier que le fait de catégoriser notre République par des régions, par des provinces, bloque le développement. Je pense que ça, c'est un faux débat. Le vrai débat, est-ce que monsieur
les nouveaux ministres que nous avons aujourd'hui sont capables de faire des choses, oui ou non. Ça, c'est le vrai sujet. On va pas, même si nous avons 10 membres issus d'une même région, ça ne pose aucun problème si les pays, s'ils sont compétents et si cette notion de tribalisme ne refait pas surface. Nous devons lutter contre le tribalisme. Si vous demandez qu'il y ait des ministres par province ou équilibre par province, vous sous-entendez la notion du tribalisme. Voilà. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne voudrais même pas qu'on s'y attelle. Par rapport à votre question, M. Imbondo, nous avons un vrai problème et le président Félix Tshisekedi l'a aussi bien dit le jour de son allocution. Le Congo a beaucoup de problèmes. Le président Tshisekedi a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, il a conquis le pouvoir pendant une période cruciale. 2 ans de difficultés. Il n'est pas facile pour le Congo de se relancer. Mais ce que fera Félix Tshisekedi, c'est qu'il va poser les actes. J'attire l'attention de tous les Congolais qui ne puissent pas attendre un développement après 2 ans de mandat de Félix. Déjà, il doit préparer un budget pour les élections. Vous comprenez qu'avec 6 milliards, comme vous l'avez bien dit, ça pose beaucoup de problèmes. Mais il faut maintenant de la discipline, il faut de la bonne gouvernance pour qu'avec les 6 milliards que nous avons, que nous puissions bien gérer la République, c'est-à-dire les 30 vies des ministres et ainsi de suite. Déjà, nous avons un gouvernement pléthore. Delasson l'a dit, que Félix Tshisekedi n'a pas la majorité. Il a construit une majorité, de facto. Et du coup, il doit la protéger. Et il n'y a pas 1000 façons de la protéger que d'essayer de satisfaire les uns et les autres. Mais le vrai combat, comment s'en sortira-t-il avec un gouvernement de 55 ministres? Vous voyez, c'est difficile. Entre-temps, le budget de l'État, les 6 milliards dont vous parlez, vous savez que 70% du budget est repris par les dépenses courantes de la République, les fonctionnements de la République, c'est-à-dire l'armée, la paix, ainsi de suite. Et ce qui nous reste, c'est pour investir. Donc 30%, vous voyez que c'est très difficile. C'est pour ça que nous sommes toujours obligés d'étendre notre main à l'extérieur. Alors, je vais conclure en disant ceci. Il faut au président de la République la bonne gouvernance pour que les ministres qui sont nommés actuellement ne puissent pas rêver l'individualité, mais puissent plutôt penser république, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Et si seulement il y a cette bonne gouvernance, Monsieur Didier Imbondo, rassurez-vous que nous aurons des bons signaux, un bel élan, comme on dit en français. La bonne gouvernance a insisté, M. Toussaint. Jean-Léon, tu voulais réagir par rapport aux propos de Delasson et de Maître Francis? Bon, je voulais dire ceci. Lorsque monsieur l'ambassadeur de paix et monsieur Toussaint vient de dire que les contextes sont différents, nous allons dire ceci. Les années sont différentes. Je vais être vraiment politique. Je vais vraiment être politique. Donc, les années sont différentes, oui. Mais les contextes, il y a des données qu'on a trouvées à cette époque-là et qu'on retrouve ici. Et encore, quand j'essaye d'analyser les éléments en présence, je vois d'ailleurs que M. Tshisekedi hérite d'une situation beaucoup plus favorable par rapport à ce que M. Etienne Tshisekedi avait hérité lors de la période de la conférence nationale. Pourquoi? Puisque à la conférence nationale, les gens sont venus à leur façon. C'est-à-dire qu'il y avait des individus, il y a des groupements, consorts, mais ils pouvaient se retrouver avec 200 personnes pour constituer, qui venaient chacun en solo pour faire partie du gouvernement. Or, le contexte actuel de M. Félix Tshisekedi, il se retrouve en phase de regroupement. Donc, ce qui lui facilite déjà la tâche qu'il n'aura pas 200 personnes comme interface à discuter, mais au contraire des chefs de regroupement pour discuter avec eux. Donc, le travail est allégé. À partir d'eux, ils peuvent
ils ont mis en place un stratagème, notamment un programme et aussi le nombre de personnes qui devaient faire partie de ces gouvernements. Il s'était retrouvé avec 45 personnes au départ. Mais lui-même, c'est-à-dire l'UDPS a été elle-même gourmande. Il y a eu une logique de 8 personnes, 8 personnes, 8 membres au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale qui devaient donner droit à chaque plateforme. C'était déjà une attente qui a été faite à ce niveau-là. Mais seulement, à un moment donné, l'UDPS avait voulu prendre, avec ce quota, il devait se retrouver avec 5 personnes. Vu l'influence de 85, plus de 85 membres au sein même de l'UDPS qui voulaient s'arracher les choses, l'UDPS s'est passé par un forcing de 80 pour avoir 8, aujourd'hui c'est 9 personnes. Donc, quelque part là, vous ne devez pas me dire qu'il y a eu ceci. C'est question de mettre, quand on est un visionnaire, on met en place un standard, on met en place une vision et on appelle les uns les autres. Donc, chaque regroupement devait donner. Et les gens, quand on a assez de personnes, de volonté, là, on a assez de rigueur dans la façon de faire les choses. Chaque famille devait donner. Donner soit 2 ou 1 personne. Et puis, on pourrait se retrouver avec 48. Puisque, qu'on se le dise quand même, les gouvernements, avec tout ce qu'on s'est dit comme objectif à atteindre, les trains de vie des gouvernements mangent énormément. Quand monsieur Toussaint vient de dire que 60% des trains, ce n'est pas ça. Il doit revoir les chiffres. Ça, ce sont les anciens chiffres. Hein? Ce sont les anciens chiffres, je vous dis. C'est plus de 80%. C'est plus de 80%. C'est ça la réalité. Et donc, c'est que moi aussi, je veux bien que les gouvernements réussissent. Je veux bien que les choses marchent. Mais il faut aussi avoir un réalisme politique. La réalité est que nous sommes dans un système où les surendettements sera le mode opératoire du nouveau gouvernement. Quand on dit surendettement auprès des institutions, ce qui fait qu'à la fin de son mandat, donc on va rester avec des situations où l'essentiel de tout ce que le gouvernement perçoit n'est pas qu'au salaire, au train de vie des fonctionnaires. Ça, c'est la pire des gestions et la pire des gouvernances dont peut faire montre un acteur ou comment un gouvernement. C'est pas la meilleure. C'est pas une référence. On doit rester les références. Si on peut emprunter de l'argent, je suis pas contre emprunter, mais c'est pour que des secteurs porteurs de croissance, des secteurs qui peuvent pousser à l'activité économique, ils doivent le faire. Et ce n'est pas juste pour, par exemple, quand on vous dit que les PNUD de la Banque mondiale doit financer les frais de gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Mais après tout ça, donc le système de pays qu'il met en place, c'est qu'on emprunte de l'argent pour payer les fonctionnaires. On emprunte de l'argent pour payer. Ça, c'est pas sérieux comme mode de gouvernance. C'est pas sérieux. L'argent est là, mais l'argent n'est pas utilisé à bon escient, n'est pas placé dans les choses vitales du pays, mais c'est toujours pour entretenir des vies, entretenir des choses, des accessoires des hommes politiques. Donc, c'est là où je m'érige contre cette façon de faire. Je le dis, je le dirai assez, je suis contre ça. Donc, la situation était mieux que celle des conférences nationales souveraines. Mieux sur tous les plans. Merci. Voilà pour Jean Léon. Monsieur Félix hérite d'une situation meilleure que son papa à l'époque de la conférence nationale. Monsieur Toussaint, votre réaction? Merci beaucoup, mais c'est Jean Léon est en train de dire des choses. Je pense qu'il n'a pas, il a mis trop de passion et trop de sentiments dans ses propos. Parce que quand on compare la situation pendant Mobutu et la situation actuellement, je ne pense pas qu'il ait des bons chiffres par rapport à ce qu'il raconte. Quel est le train de vie d'un Congolais pendant la conférence nationale souveraine, par exemple, c'est-à-dire nous sommes en 1990, hein, quel a été le train de vie d'un Congolais et quel est le train de vie d'un Congolais après 18 ans de Kabila? Vous savez, mon frère Léon, si vous dites que Félix, le raisonnement, il est simple. On peut partir d'un syllogisme. Ça veut dire que si vous dites que
Kabila, plutôt, comment dirais-je, Tshisekedi a hérité d'un climat économique, d'une économie congolaise presque prospère, hein, comparativement à celle que Mobutu avait en 1990. Cela veut dire aussi que Kabila, pendant ses 18 ans, a développé la République, c'est-à-dire a fait croître l'économie de la RDC, ce qui n'est pas du tout vrai. Hein, ce qui n'est pas du tout vrai. Bon, je sais qu'il y a des passions, tout ça, mais nous sommes en politique, il veut parler politique. Ok, d'accord. Quand Mobutu dirigeait en 90, Mobutu était seul. Il n'avait pas en face de lui des contraintes démocratiques que Félix a aujourd'hui. Il peut nous dire, lui, combien avions-nous à la Banque centrale comme étant la réserve, enfin, comme réserve à la Banque centrale en 90, et quand Félix a pris le pouvoir, là, c'est un faux débat. Mais vous ne voyez pas que vous comptabilisez vous-même. Non, attendez. Le vrai débat ne consiste pas à dire que Félix a hérité de quoi que ce soit. Le vrai débat aujourd'hui, c'est comment on développe, attendez, comment on développe la République. Parce que nous savons tous que Mobutu a mal dirigé. Et Kabila est venu engloutir le pays. Aucun Congolais dira que Kabila a dirigé mieux que Mobutu. Pour que les choses s'améliorent. C'est-à-dire, pour que les choses s'améliorent, il faut que Kabila ait pu diriger mieux que Mobutu. Ce qui n'est pas vrai. OK? Ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire que notre pays n'a jamais été dirigé comme il se doit. Donc, l'héritage qu'a Félix Tshisekedi ne commence pas avec l'héritage de Kabila, ne commence pas avec Kabila, mais commence depuis Kasavubu. OK? La souffrance congolaise commence depuis Kasavubu, Mobutu, et ça continue jusqu'à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Le vrai débat en tant qu'intellectuel, c'est de dire comment on fait aujourd'hui pour aller de l'avant. Vous voyez, nous, intellectuels, on ne peut pas toujours dire, ben écoutez, lui, il est mieux. Non, non, mais la vraie question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire à Félix pour que les choses changent? On ne va pas rester dans l'histoire. C'est comme si quelqu'un est en train de conduire sa voiture et il regarde toujours derrière. Il va faire un accident. Le vrai sujet aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Dada Stone l'a dit, le contexte est compliqué. Tshisekedi n'a pas la majorité. Kabila avait la majorité. Mobutu avait l'impérium, c'est-à-dire avait tous les pays en main parce qu'il était dictateur. Félix ne l'a pas. Félix n'est pas dans le contexte ni de Mobutu ni de Kabila. C'est un contexte très difficile. La preuve, c'est qu'il a perdu ses 2 ans en train de cohabiter avec Kabila. Vous comprenez? Et maintenant qu'il a les arènes, maintenant qu'il a le pouvoir 2 ans, nous sommes conscients que dans 2 ans, on ne peut pas développer un pays qui, pendant 60 ans, est dans le gouffre. Ce n'est pas possible. Mais ce que nous devons lui demander, c'est de poser des jalons, c'est-à-dire ce que j'ai dit, la bonne gouvernance. C'est grâce à la bonne gouvernance que nous commencerons à avoir un élan, d'avoir des routes, d'avoir des hôpitaux, hein, des pensions sociales, de réformer la République. Et ça, c'est un élan. Aujourd'hui, le débat, c'est comment faire pour que la RDC ait un élan vers son développement. Ça, c'est le vrai sujet. Sinon, on perdrait du temps à dire que lui, il a fait ceci, et des hommes, Mobutu. Non, mais ça c'est du passé. Maintenant, c'est du concret. Parlons du concret. Certes, le gouvernement est budgétivore, mais il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas de choix, vous avez vu. Dada Stone l'a dit. Pensez-vous que 2 mois passés, c'était pour rien? Si on est politique, on doit comprendre la difficulté dans laquelle se trouve le président de la République aujourd'hui. On doit comprendre la difficulté que se trouve le président de la République. Monsieur Francis, je vous ai vu réagir. Oui, merci. Vous Dada Stone? Oui. Dada Stone, tu as la parole. Monsieur Francion, Maître Francion reviendra vers vous tout à l'heure. Dada Stone?
Oui, Oui, je ne sais pas si Maître Francis est là. Il nous écoute? oui, il est là, mais il a un problème de réseau. Si tu peux prendre la parole d'Anaston, que penses-tu du Oui, propos oui. de... Mais Didier Imbondo, je pense que je ne peux pas répéter ou bien rabâcher. Hein, si je commence à dire la même chose, c'est comme si nous sommes dans des statu quo dans les débats. Je dis, Voilà. je garde ma position, que les données ne sont pas les mêmes. Je pense que M. Toupila Toussaint est dans ma logique. Il faut, vous savez, lorsqu'on fait une étude comparative ou on fait une cartographie, on doit juger, on doit faire une analyse par rapport à tous les paramètres. Je dis que les contextes ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas seulement s'établir ou se figer dans 4 paramètres pour dire que par rapport au contexte de la conférence nationale, c'est plus complexe que le contexte d'aujourd'hui. Je pense que tout ça a tout dit. Hein, même la démographie a changé, tout a changé. Les mœurs sont changées. Voilà, tout a changé. Donc, on ne peut pas voilà, faire une étude comparative ou dire que les choses n'ont pas changé. Moi, je ne serais pas d'accord. Donc, je vous dis que les contextes ne sont pas les mêmes. Donc, tout a changé. Je pense qu'on doit essayer un peu de rafistoler les choses pour que tout le monde soit dans le gouvernement. Donc, voilà, il n'y a pas les mêmes mœurs. Hein. Dans la politique, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts qui priment. Vous comprenez? Si, par exemple, Jean-Pierre Bemba, pour venir à la coalition, à l'Union sacrée, il n'est pas venu pour voilà, être copain à Tshisekedi. Il est venu pour soutenir Tshisekedi dans ses œuvres et puis pour travailler. En travaillant, il aura son côté, il aura le quota de ses ministres et c'est la même chose qu'avec avec Moïse Katumbi. Donc c'est comme ça. C'est la politique. Mais c'est tout ça. Mais c'est tout ça. Oui. On a vu avec vous le budget de la RDC 6 milliards. Pensez-vous que M. Félix tiendra bon jusqu'à la fin de son mandat avec ce budget? Non, en tout cas, avec 100 millions d'habitants, vous comprenez que si on fait 6 milliards divisé par 100 millions d'habitants, vous avez un chiffre très rapide qui vous montre effectivement que la situation n'est pas très aisée. Je suis d'accord avec tout le monde, je suis d'accord avec vous que notre budget est modique. Hein, il ne correspond pas à la valeur de ce que nous sommes capables de produire. Alors, ces budgets dont nous parlons, c'est quoi le budget? C'est cette prévision que nous nous faisons Voilà. de nos recettes. Nous nous disons que nous sommes capables de recouvrer ou enfin, de recouvrer 6 milliards enfin, comment ça, des dollars. Mais ce n'est pas la réalité, au fait. Ce n'est pas ce que nous produisons en réalité. Parce que vous et moi, nous savons les fuites des fonds. C'est que certains appellent le coulage des fonds. Vous voyez? Les fonds qui disparaissent. C'est pour cela que j'en appelle à la responsabilité du président de la République. Nous pouvons faire mieux si et seulement si nous sommes responsables et nous promouvons la bonne gouvernance. Qu'est-ce que cela veut dire la bonne gouvernance? C'est la lutte contre les antivaleurs. C'est la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, la corruption, ce n'est pas que les ministres, ce n'est pas que dans le gouvernement, c'est à tous les niveaux de la République. C'est dans les communes, c'est dans les entreprises. La corruption en RDC, voilà, je peux dire, c'est un vrai virus, plus que la corona. Si aujourd'hui, la vision du président de la République, la détermination du président de la République est celle d'une bonne gouvernance, nous pouvons faire bouger beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous allons recouvrer, mobiliser beaucoup de fonds et essayer d'aller au-delà de nos provisions. Si nous avons prévu d'avoir 6 milliards, peut-être que nous aurons au-delà de 6 milliards. Et nos dépenses en ce moment-là, nous aurons un budget qui sera positif et nous aurons des moyens pour essayer de faire beaucoup de choses. Vous savez, tout à l'heure, Jean-Léon disait quelque chose
sur le surendettement. Effectivement, parce qu'on n'a pas de choix. Vous savez, bientôt en 2023, il est à l'approche. Il faut organiser des élections. Mais ça sera avec quoi? Il faudra mobiliser. Vous savez ce que Tibala a fait pour organiser les élections? C'est qu'on ne parle pas. Les dossiers de Bukanga Lonzo. Pourquoi on n'en parle pas? Où sont partis les fonds? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais nous ne voulons pas revenir. Alors, nous serons soit obligés d'emprunter pour organiser nos élections, avoir des appuis des institutions. Mais comme on dit, en lingala, batongaka, basalaka, comment on dit? Basalaka mbongo nyongo fufute. Vous voyez? Donc, nous devons nous battre. Et la seule façon de nous battre, c'est de promouvoir la bonne gouvernance. Moi, j'aurais souhaité, et ça c'est mon souhait, qu'il y ait une évaluation trimestrielle des gouvernements, des ministres. Que le président de la République crée, comme il est habitué à créer des institutions spécialisées à la présidence, qu'il nous crée une institution spécialisée qui aura comme mission de contrôler les ministres, de les auditer chaque 3 mois. Parce que ce que fait l'IGF aujourd'hui ne suffit pas pour la République. Ce que fait l'IGF aujourd'hui ne suffit pas pour la République. Parce que si on ne fait rien, les mêmes ministres qui ont commencé à prendre à s'enivrer des champagnes, on les a vus dans des réseaux sociaux, mais commenceront à se servir et à détruire le pouvoir du président de la République, fils du pays que nous soutenons, et pour qui nous voulons que les choses changent. Merci. En tout cas, la bonne gouvernance, ce que répète à chaque seconde M. Toussaint, la bonne gouvernance, cela permettra à la RDC de relever les défis qui sont devant lui. Dada Stone, je reviens vers Maître Francis. Maître Francis, vous avez tout à l'heure voulu réagir par rapport aux propos de Jean Léon. Vous avez la parole, Maître Francis. Oui, merci. Là, vous m'entendez? Oui. 5 sur 5, allez-y. 5 sur 5. Oui. Oui, merci. Bon, d'abord, avant d'avancer, je voudrais un peu revenir, dire quelques mots à propos de la formation du gouvernement. D'abord, à l'endroit de mon ami, monsieur l'ambassadeur Dada Stone, je veux le rassurer quand il dit que le contexte de la conférence nationale n'est pas la même. D'abord, il faut préciser, même à l'intention de notre ami Toussaint, la conférence n'a pas eu lieu en 1990, non. Le processus de démocratisation a été déclenché en 1990, mais la conférence a eu lieu a été inaugurée en 1991. Le Premier ministre a été élu en 92, le 15 août 1992, et il a formé son gouvernement en déant, je crois, une semaine. Et après, ce gouvernement a été investi par la conférence et il a commencé à travailler. Et puis, dire qu'il y avait très peu de partis, ce n'est pas vrai. À la conférence, il y avait plusieurs partis. Nyamwisi Mouvingi avait même protesté. Il y avait plusieurs partis appartenant à une même tribu. Une même tribu, les mêmes provinces qui étaient surreprésentées au niveau des partis, de la composante partis politiques. Déjà, avant même la conférence, le dossier à la Cour suprême, c'était plus de 100 partis. Quand ça a été enregistré en février 91, c'était plus de 150 partis. Donc ne dites pas que à la conférence, il n'y avait pas beaucoup de partis. La mission de Etienne Tshisekedi, Premier ministre de la conférence, n'était pas d'appliquer la politique de l'UDPS. C'était d'appliquer le programme de la conférence nationale. Et il a choisi les membres du gouvernement, les 21 membres du gouvernement, parmi les personnes proposées au niveau de la conférence nationale. Il y a eu 21 membres pour 11 provinces. J'ai dit qu'on dénature ou pas. J'arrive à notre ami, M. Toussaint. Il me dit que nous sommes des intellectuels. Comment nous pouvons parler de provinces? Hein? C'est pas que des intellectuels. Ça, c'est trop facile de traiter des gens comme ça. Je pense que il y a quand même un langage quand on est en public. Hein? On ne peut pas dire aux
comme ça, des intellectuels ne raisonnent pas comme ça. Ce n'est pas correct, surtout quand on est en public. Ça, je vous fais d'abord la remarque. Hein? Et c'est pas pour me vanter, je suis un juriste. Hein? L'histoire de la représentation nationale, même si je ne suis pas d'accord avec ça, personnellement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Allez lire la Constitution, article 90, alinéa 3. La Constitution, article 90, alinéa 3, c'est écrit noir sur blanc, le gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et cet article a une histoire. Et la loi fondamentale de 1960, on dit que dans la loi fondamentale, déjà, on disait que le gouvernement doit avoir au moins un membre par province. Encore que là, c'était plus facile, puisqu'il y avait 6 provinces. Mais nous en avons 26. Donc, ne venez pas de croire que c'est quelque chose que j'ai imaginé. Et puis, je veux privilégier la représentativité par rapport à la province. Je veux bien. Aux États-Unis, il y a 50 États. Mais il y a 14 membres au gouvernement. Je dis bien 14, mais les 14 membres dirigent le monde entier. Je veux bien. Qu'il y ait moins de membres du gouvernement. On ne tient pas compte de la représentativité aux États-Unis. Même en France, on ne tient pas compte de la représentativité, même ici en Belgique où je vis. Donc, ne croyez pas que c'est quelque chose de personnel en moi en tant qu'intellectuel. Non, c'est la Constitution. Parce que le président peut prendre des gens selon le mérite comme il veut. Ces gens-là, si le Parlement n'est pas d'accord avec la couleur politique des membres du gouvernement méritants, ils ne vont pas être investis et ils n'entreront pas en fonction. Parce que la Constitution, l'article 90, le dernier, il a dit, si l'Assemblée nationale investit le gouvernement, celui-ci entre en fonction. Donc, si vous voulez parler politique, commencez d'abord par connaître la Constitution de votre pays. Sinon, votre chapelle de l'économie. Moi, je n'entre pas dans l'économie. Restez dans votre chapelle, ne venez pas discuter droit, surtout pas un juriste publiciste. Bon. Donc là, mais effectivement, après, moi, personnellement, je suis contre cette clause-là. Mais c'est prévu dans la Constitution. Et puis, nous devons nous mettre dans la tête, nous, Congolais, que les Congolais, on est plein de théories. On veut dire que, quand on parle de méritocratie, on veut mettre des gens méritants au gouvernement. Vous devez comprendre une chose aussi. La méritocratie, hein, ou la bureaucratie, la technocratie, ça ne concerne pas le gouvernement. Le gouvernement a besoin non pas des experts. Faux. Les experts, ce sont les fonctionnaires de l'État. C'est l'administration. C'est ça, les experts. Le gouvernement, c'est des politiciens. Des gens qui ont une vision de l'avenir. Des gens qui savent que qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que le Congo doit être en 2030. Qu'est-ce que doit faire du Congo, qu'est-ce que le Congo doit devenir en 2040. Ça, on n'a pas besoin d'être un homme, un érudit. Il faut être un politicien, quelqu'un qui s'est préparé, qui a fait des études, qui a un bureau d'études dans chaque parti politique, dans un pays sérieux, dans chaque parti politique, bureau d'études. Il y a aussi des gens qui réfléchissent, moi qui vous parle, et je ne suis pas seul. Allez sur Google, cliquez, par exemple, droit de la République démocratique du Congo. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi, tous ceux qui ont réfléchi sur le Congo, le développement du Congo. Un de mes ouvrages est même parmi ces gens-là, comme ouvrage de référence. Je crois que Maître Francis a... Ouais, allez-y, Maître Francis. Si quelqu'un qui est ministre de la Justice, il peut se référer à mon ouvrage, ou à l'ouvrage de Jean-Louis, professeur Essambo, à l'ouvrage du professeur Bata. Ministre, on n'attend pas d'un ministre soit un expert. Même un ministre des Finances n'a pas besoin d'un expert. L'ex-secrétaire général des Finances avec les fonctionnaires. Le ministre des Finances, il doit savoir, parce qu'il prend des décisions politiques par essence. Je crois que j'ai le mot pour me comprendre. Le pouvoir politique, c'est un pouvoir d'arbitrage. Si un ministre des Finances est un érudit, un grand professeur d'université, mais il reçoit, il y a maintenant, je donne l'exemple, Mitterrand en 83, il était là confronté à une réalité. Soit on sort du système monétaire européen, soit on dévalue.
Jacques Delors lui dit d'évaluons. Fabien non, sortons du système. Maître Francis, on a un petit soutien avec Maître Francis. Il a dû prendre une décision. Non, venez pas me pour le développement. Non. Mitterrand n'était pas c'était un militaire, mais il a fait passer la France à quel niveau? Mao, il a fait quelles études? La Chine était un pays arriéré. La Chine est devenue un peu une grande puissance. Il a fait quelles études? C'est un autodidacte. Fidel Castro, il a fait quelles études? Donc, c'est pour dire que Ronald Reagan, aux États-Unis, c'est un acteur de cinéma, un syndicaliste. Mais voyez comment il a fait progresser le PIB des États-Unis. Donc, les politiciens ne croyez pas que la méritocratie, c'est la recette miracle. Au gouvernement, on a besoin des politiciens, et de vrais, pas les politiciens congolais qui sont des aventuriers. Et je vais chuter en disant quelque chose, en réussissant quelque chose. Quand vous proposez que le président puisse avoir une équipe, des gens qui puissent contrôler la corruption, tout ça. Mais lisez la Constitution. Il a pas de créer. Le Parlement ne fait pas son travail. La Constitution donne à l'Assemblée nationale et au Sénat le pouvoir de contrôler le gouvernement, de les traquer, de les interpeller. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de créer, d'avoir, si vous voulez avoir un cabinet Elephantex au niveau du gouvernement, vous voulez avoir ce cabinet Elephantex au niveau de la présidence, créer des commissions pour sauver les ministres. Mais où est-ce qu'on va? Alors que le contrôle politique, c'est exercé par le pouvoir du Parlement. C'est ça, c'est clair, écrit noir sous blanc. L'article 108 de la Constitution, c'est écrit noir sous blanc. Donc, je pense que si vous voulez parler politique, lisez d'abord la Constitution. Sinon, restez dans votre chapelle d'économie. Ah, c'est ça, c'est ça. Merci, Maître Francis. Je crois que le Congo a un problème de respect des textes. Ce que je comprends le dire de Maître Francis. Voilà, on va juste, parce qu'on est déjà à 1h20 de ce débat, nous allons survoler quelques questions. L'insécurité à l'Est, pensez-vous que les 56 ministres arriveront à nous donner la paix à l'Est de la RDC? Quelques secondes, Dada Stone, ambassadeur de la paix, qu'est-ce que tu penses de cela? L'insécurité à l'Est. Sénateur, il ne faut pas qu'on puisse se faire des films. On a bien dit que le gouvernement n'a pas encore été validé. Excusez-moi quand je dis validé, ils doivent passer, ils ont été nommés par des décret présidentiel, on attend qu'ils puissent travailler. Mais notre souhait serait qu'il y ait la paix à l'Est du pays. Donc voilà, ils n'ont pas encore travaillé, on ne peut pas prédire des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà. On attend qu'ils puissent travailler. Monsieur Dadaston, j'ai bien dit, pensez-vous. Pensez-vous. C'est-à-dire que souhaiterez-vous peut-être qu'ils réussissent à remettre la paix à l'Est, d'après vous? Parce que c'est le souhait de tout Congolais, sénateur. C'est le souhait de tout Congolais, nous voulons la paix. Mais on ne sait pas affirmer. On affirmera que lorsque nous serons à la fin de leur mandature, peut-être qu'on va faire l'évaluation. On ne peut pas faire l'évaluation d'emblée comme ça. Ils n'ont pas encore commencé le travail. Mais nous souhaiterons, je l'ai dit au futur, ou bien même au conditionnel, nous souhaiterions qu'il y ait la paix à l'Est. Donc, voilà. Toussaint, il a mis comme ministre de la Défense un ancien général. Pensez-vous que le monsieur arrivera à remettre la paix à l'Est? Merci, sénateur. Je dois repréciser quelque chose, parce que nous avons des millions de personnes qui nous suivent, à l'attention de Maître Francis, que je n'ai pas, ma réaction n'était pas personnalisée. OK? On ne parle pas d'individus, on parle des idées. Il y a une idée qui a été évoquée selon laquelle, au Kivu, il y a 7 ministres, au Kasaï, il y a 8 ministres. OK? C'était une idée, ce n'était pas individualisé. Et moi, j'ai réagi par rapport à cette idée-là. Donc, ne personnalisez pas les débats en disant que je suis juriste. Je vous connais, Maître Kamé, je connais que vous êtes juriste, un érudit en plus, qui a beaucoup d'expérience. Je ne peux pas aujourd'hui,
douter de tout ça. Je n'ai pas dit ça non plus. Quand nous faisons un débat, nous discutons sur des idées et nous sommes libres d'émettre des idées et il ne faut pas m'intimider ou me menacer parce que vous êtes juriste. Non, ce sont les idées, c'est la guerre des idées. Et déjà, quand vous faites allusion à la Constitution, parce que la difficulté des juristes aujourd'hui, c'est que les juristes se pensent des politiques. Non, être juriste n'est pas être un politique. Ça, c'est un élément très important, maître. Être juriste, c'est pas être politique. La Constitution dit équilibre, mais la Constitution ne dit pas qu'il faut automatiquement avoir autant de ministres partout, parce que la Constitution elle n'est pas précise. Si nous prenons le gouvernement de Tshisekedi, cet équilibre dont vous parlez existe. Peu importe qu'on ait 7 ministres là-bas. La Constitution ne parle pas d'équilibre. La Constitution parle de représentativité. Mais oui, mais la représentativité en question, mais elle n'est pas précise non plus. Ce n'est pas les mathématiques qu'il faut avoir 2 par province. Voyez? Donc ne faites pas des leçons des droits, parce qu'ici, il ne s'agit pas des droits. Nous faisons nous parlons politique. En termes de droits, vous avez raison. Mais il ne s'agit pas de l'interprétation, il s'agit d'interprétation politique. Parce qu'il faut faire de la représentativité, je suis d'accord avec vous. Mais quelle représentativité, dites-moi? C'est de 2 ministres par province ou d'un seul ministre par province? Vous voyez que ça n'existe pas. C'est-à-dire, l'idéal, c'est que la République soit représentée. Et dans le gouvernement de Félix, vous et moi, nous sommes d'accord que la République est représentée. Certes, il y a des provinces qui en ont plus. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Vous avez cité Maïndombe, par exemple. OK? Maïndombe avait Mayo, par exemple. Aujourd'hui, Maïndombe n'en a pas. Donc, ça c'est pas le débat. Et moi, je n'ai pas personnalisé le débat. Moi, j'ai attaqué les idées. Je n'ai pas cherché à dire que, écoutez, je suis dans la plateforme des juristes ou je suis devenu juriste. Non. Parce que je pense seulement cet article-là de représentativité, on peut l'interpréter différemment. Mais par rapport à la question de Didier Mbondo, à l'Est, la situation est grave. Elle date de longtemps. C'est pour cela, pour qu'on s'en sorte, il faut beaucoup de moyens. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens militaires, il faut des moyens diplomatiques. Et tout ça, ça s'appelle à un leadership éclairé du président de la République. C'est un grand travail. Alors, même notre souhait en tant que Congolais, c'est que le président de la République mette tout en œuvre. Vous voyez, si j'ai dit que, par exemple, si j'ai dit qu'il puisse créer une cellule à la présidence, parce qu'il en crée beaucoup. Je suis d'accord avec vous, le Parlement doit faire son travail. Mais il ne le fait pas. Moi, je suis pas. Moi, en politique, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Il faut contourner. Les parlementaires ne font pas le travail et nous sommes d'accord tous ensemble. Mais il faut les contourner. Vous n'allez pas les pousser. Aujourd'hui, on parle de l'IGF. Ça a toujours existé, l'IGF. Ça a toujours existé depuis que nous sommes là. Mais regardez comment l'IGF commence à se démarquer un tout petit peu aujourd'hui. Donc, le but, c'est, en tant que politique, c'est de savoir, vous avez dit, et j'ai mis les mots, faire de l'arbitrage. Et un politique, c'est celui qui anticipe, c'est celui qui contourne. Voilà, c'est celui qui pilote. Donc, j'ai donné un exemple. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs des exemples. C'est juste un exemple. Une idée, en fait. Merci, Toussaint. Jean Léon, ministre de la Défense et Nation générale, que penses-tu de cela? Nous aurons la paix ou nous n'aurons pas la paix jusqu'à la fin du mandat du président Félix? Monsieur, merci pour cette question. Bon, c'est une question qui dépend de ce qu'on appelle la géostratégie. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect militaire des choses pour mener la guerre et gagner une guerre. Donc, pour gagner une guerre, il ne suffit pas seulement de mettre des moyens, beaucoup de moyens financiers, beaucoup de militaires là-bas, beaucoup de ceci et de cela pour gagner la guerre. Et l'élément maîtresse, l'élément à moteur qui doit être mis en compte, c'est aussi une philosophie. Quelle philosophie que le président met en place par le truchement de son ministre de Défense pour gagner cette bataille-là de la guerre. Donc, à part l'aspect de la diplomatie qu'on sort, cette diplomatie-là, tout doit entrer dans une stratégie, dans une philosophie. Mais lorsque je vois que monsieur Gilbert Kabanda, qui l'actuel ministre, venu de APR, venu s'est retrouvé de l'AFDEL, venu
RCD et son nom se retrouve dans les mappings, les rapports mapping des gens qui doivent être jugés et condamnés. C'est-à-dire, potentiellement, on a affaire à quelqu'un qui en sait les choses, qui, par rapport aux massacres qui ont été commis dans cette zone-là, et vous demandez de diriger encore le ministère de la Défense qui doit mener des guerres, des batailles contre aussi des gens qui sont potentiellement, qui se retrouvent dans la même, dans la même scarcelle que lui-même, qui doivent, donc, pour mener une certaine bataille, je suis en train de me poser des questions. Voyons voir ce qui va se faire lorsque je vois Alexis Guizarro. Vous vous rappelez, on a reçu sa sœur sur le plateau, hein, qui fustigeait. Donc, ce groupe-là fustigeait le travail de M. Mukwege avec le travail de mapping, les rapports de mapping, lorsque, à cause des appels par-ci par-là, de la mise en place d'une cour ou d'un tribunal spécial pour la RDC, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et lorsqu'on doit encore pousser ces gens faire des opérations dans cette même guerre, ces autres zones-là, je suis en train de me poser la question, à quoi ça va rimer? Nous allons aboutir à quoi? Doit-on aller cacher des choses? Oh. Je suis seulement sceptique. Je suis sceptique. Et lorsqu'il y a des accointances avec de l'autre côté, donc je suis en train de me poser des questions. Quel jeu va-t-il jouer? Je ne suis pas. Sera-t-il sincère au pays? Donc, je n'ai pas de réponse là. Donc, je suis sceptique. C'est ça ma réponse. C'est votre réponse, Maître Francis. Maître Francis, on enlève Rouberois, on nous met Guizarro. Vous vous souviendrez que Guizarro, vous avez fait les études avec ce monsieur, je crois. On a reçu sa petite sœur ici sur le plateau du Perchoir. On enlève Rouberois, on nous file Guizarro. Que pensez-vous de ces manœuvres politiques-là? Bon, écoutez, je ne vais pas d'abord entrer dans ce débat de Guizarro sans d'abord régler le problème de ministre de la Défense. D'abord, une chose, sous réserve de l'investiture du gouvernement et d'investiture de ce ministre-là, pour que ce ministre puisse réussir, le fait de dire d'abord que il a 45 ans de carrière, c'est un militaire de carrière, c'est quelque chose qui est biaisé. Parce que dans l'armée, il y a toutes les formations. Dans l'armée, il y a des magistrats militaires, il y a des médecins militaires. Dans le cas d'espèce, le ministre de la Défense, c'est un médecin militaire. Hein? C'est pas un commando. Comme on dit à Lingala, Kodo. Non, c'est pas un Kodo. C'est pas un commando, c'est pas un fantassin, c'est pas un pilote de guerre. C'est un magistrat, c'est un ministre, c'est un médecin militaire. Il a l'expérience en tant que médecin militaire. Donc, et puis aussi, il ne faut pas confondre le poste de ministre de la Défense avec le poste de chef d'état-major général. Je vous donne l'exemple du général Likoulia, qui a été mon professeur à l'université, professeur Likoulia. Il a été auditeur général des forces armées et puis il est devenu secrétaire d'État à la Défense, ministre de la Défense, premier ministre, mais jamais chef d'état-major général. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas un plan de guerre. C'est un magistrat militaire, c'est un militaire, on ne conteste pas, mais il est un militaire dans le cadre de la formation militaire, mais il ne sait pas concevoir un plan de guerre comme Elouki, hein, ou bien Lomponda. Vous voyez, hein, ou bien les Nzimbi. Oui, c'est ça la différence, un peu la nuance qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas s'attendre du ministre de la Défense actuel, se réjouir, applaudir. Ah non, c'est quelqu'un, c'est un ancien des FARDC, c'est quelqu'un qui... Non, c'est un magistrat militaire. D'abord, un ministre de la Défense, il n'a pas besoin d'être militaire. Demandez en France, en Belgique, aux États-Unis, dans des pays sérieux, hein, le ministre de la Défense, ce n'est pas nécessairement militaire. On apprend justement, on se prépare au sein du parti politique, même quand on est dans l'opposition, au sein des partis politiques, on se forme aux problèmes d'intérieur, aux problèmes de la défense. Donc, c'est d'abord ça. Donc, on ne prend pas nécessairement un militaire pour être ministre de la Défense. Ça, c'est ça. Bon, deuxième chose, donc, c'est le ministre de la Défense prépare le budget de la Défense pour qu'il réussisse, qu'il soit compétent ou pas. Le problème,
Donc, essayons d'évoluer, à passer à l'autre étape. Qu'il soit compétent ou pas. Supposons qu'il soit compétent. Il faut qu'il ait les moyens. Le professeur Mabi, qui est un économiste, qui a autorité, qui a écrit des livres, un professeur ordinaire, il a dit ceci. Là, nous sommes dans les années 97, 98, au moment où nous avions 60 millions d'habitants. Il disait que pour régler le problème de sécurité au Congo et le problème de défense, il faut un budget de la défense évalué à 250 à 300 millions de dollars. Donc, il faut que nous puissions avoir une économie qui soit capable de nous donner, de nous donner un budget de 300 millions de dollars. À l'époque, nous étions 60 millions. Maintenant, nous sommes 70 ou 80 millions. Combien il faut évaluer? Ça, c'est les économistes qui peuvent maintenant pour faire la projection. À l'époque, nous étions 60 millions, on avait besoin de 300 millions. Ça, c'est une parole d'autorité d'un professeur d'économie qui disait ça, qui a été aussi Premier ministre. C'est ça, donc c'est un peu ça, c'est à ce niveau-là qu'on se situe. Hein? Il faut savoir quels sont les moyens. La première année où Félix a été au pouvoir, on a crié partout, on a publié le budget de la défense, 27 millions. Mais j'ai failli vomir. 27 millions, alors que Mabi, en 97, 98, il parlait de 250 à 300 millions, vous parlez de 27 millions et vous criez. Bon, maintenant, arrivé au problème de notre du nouveau ministre de l'infrastructure, hein, infrastructure et travaux publics, hein, qui est le fils, qui même a reconnu, on a vu dans les vidéos, il a reconnu qu'il est le fils du concepteur, hein, le fils de l'inventeur du concept Banyamulenge, hein, et qui dit tout ça. Mais effectivement, le problème, c'est quoi? Il faut se poser la question, lui, il est venu de quel quota? Parce que ces gens-là qui disent, qui nous dénient la qualité de politicien, d'accord, nous, les juristes, nous voyons si le gouvernement peut être investi ou pas. Si le gouvernement est investi, c'est qu'il y a une coalition. Il représente quel parti? Hein? Il représente quel quota? Mais il y a un problème. Guissard, on n'est pas le premier infiltré. Il vient d'où? Il n'est pas le premier infiltré. J'informe que les M23, Bosco Tanganda, lisez le dossier de Bosco Tanganda à la CPI, il a déclaré qu'il était un Rwandais, mais les M23 ont acquis la nationalité congolaise par négociation avec Joseph Kabila. Donc, ce sont des Rwandais qui sont devenus des Congolais par négociation, alors que la constitution du pays ne donne que 4 hypothèses pour devenir Congolais, soit hein, par naturalisation, par option, par adoption ou bien par hypothèse d'adoption du territoire. 4 modes d'acquisition de nationalité. Or, les M23 ont acquis la nationalité par quoi? Par ce qui est anticonstitutionnel. Maintenant, pour chuter, je vais apaiser mon ami Toussaint. Quand il dit que l'article 90, c'est un problème d'équilibre, représentativité, tout ça, l'article ne précise pas, chacun peut interpréter à sa manière. Non. La Constitution n'est pas n'importe quelle loi, c'est pas un papier. Hein? Là, vous m'inquiétez, vous êtes un intellectuel, le jour où vous devenez chef d'État, vous considérez la Constitution comme un papier toilette. Ça, c'est dangereux. La Constitution doit être protégée. On a fait des émissions ici. La Constitution doit être protégée, c'est la loi, elle a besoin d'être protégée. Et il y a un organe approprié pour interpréter la Constitution. Si vous estimez que moi, j'interprète mal la Constitution, avec cet article 90, il y a un organe qui existe, qui est composé de juristes expérimentés parmi les magistrats de carrière, qui est seul habilité à interpréter la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut interpréter la Constitution comme il veut, dire que voilà, non, l'article ne précise pas, moi j'interprète à ma manière, il peut y avoir 7 ministres de telle province, 0 de telle province. Non, il n'y a que la Cour constitutionnelle. Ce n'est ni vous et moi, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un peu ça cette précision. Hein? Maître Francis, je vous garde sur l'écran. Oui. Est-ce que nous aurons les élections en 2023? On va clôturer l'émission. On va continuer les vendredis. C'est même plateau. Juste la dernière question.
pensez-vous que nous aurons les élections en 2023? Maître Francis, une seconde. Oui, bon, d'abord, je ne suis pas un prophète. Une seconde, Maître Je ne sais pas Francis. si les élections en 2023. Mais je pense que le président Félix n'a pas les mêmes raisons que le président Joseph Kabila en 2016 pour procéder au glissement. Je pense qu'il va respecter le calendrier électoral. En 2023, il y aura élection et je pense qu'il va se représenter, cette fois-là, tenter d'avoir une majorité parlementaire pour bien gouverner dans des conditions idéales comme nous le souhaitons tous, que ce soit moi, que ce soit mon ami Toussaint ou Jean Léon ou l'ambassadeur d'Adasson. Toussaint, pensez-vous qu'en 2023, nous aurons les élections? Toussaint, une seconde, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup. En fait, tout dépend de la volonté politique et je crois que Maître Francis vient de le dire. Si la volonté politique des présidents de la République actuelle est telle qu'il faut tout faire pour organiser des élections et respecter les échéances, je pense qu'il mettra tout ce qu'il lui faut pour que nous ayons les fonds nécessaires et que nous puissions organiser des élections. Mais je voulais, parce que c'est ma dernière fois, enfin, c'est la conclusion de l'émission, remercier également Maître Francis, parce que enfin, nous sommes arrivés à une très belle conclusion et cette conclusion est sortie de sa bouche. C'est que ni lui, qui est juriste, effectivement, ni moi avons les capacités nécessaires d'interpréter la Constitution, hormis la Cour constitutionnelle. Donc, son interprétation et la mienne valent quand même. Et je voulais dire. C'est ça le perchoir. Le perchoir. Le perchoir, effectivement. Jean-Léon, pensez-vous que nous aurons les élections en 2023? Une seconde, Jean-Léon, s'il vous plaît. Bon, les élections dépendent du président, de sa volonté, s'il met des moyens. Je constate que jusque-là, depuis 2 ans, on ne peut pas mettre de côté les moyens pour pouvoir aux élections. Donc, on verra, on va assister, on verra. Peut-être là, je terminerai peut-être avec une petite précision, c'est que Guizarro n'est pas, il ne se retrouve pas parmi les 24 regroupements de l'Union sacrée de la nation, mais d'où vient-il? C'est ça la question, raison pour laquelle j'ai des points d'interrogation, je suis sceptique par rapport à la guerre de l'Est. Va-t-elle se terminer ou non? Puisqu'il est là, c'est puisque le Rwanda a poussé, il y a eu pression pour qu'il intègre le gouvernement. Donc, c'est ça encore ma petite réaction, quoi. Donc, je termine. Dadaston va conclure. Dadaston, pensez-vous qu'il y aura des élections en 2023? Monsieur l'ambassadeur. Oui, je ne sais pas aussi répondre d'idée Imono, mais tout dépend de la volonté de tout Congolais. Ce n'est pas seulement la volonté du chef de l'État ou du gouvernement, de tout Congolais, parce que nous tous, nous sommes concernés. Donc, ça dépend de la volonté de tout Congolais. Donc, mais notre volonté serait qu'il y ait des élections transparentes au Congo. Donc, voilà. Parce qu'on dit, pour conclure, gouverner, c'est prévoir. Donc, on doit prévoir les sous, on doit prévoir les moyens pour organiser les bonnes élections. Merci. Allez tout droit. Voilà, pour c'est facile. Avoir des bonnes élections, gouverner, c'est prévoir. Et je crois que Monsieur le Président a prévu, excusez-moi, je perds ma voix, on se revoit les vendredis à 21h